Bonjour et bienvenue dans Demain la Cité. Dans cette émission, vous avez l'habitude de voir des élus, des urbanistes, des architectes, des responsables d'aménagement du territoire. Eh bien, aujourd'hui, pas du tout. Il sera question de culture et de musique. Et si je vous dis banlieue et musique, vous allez penser rap. Eh bien, pas du tout. Nous allons parler de musique classique parce que nous recevons un pianiste, Nima Sarkechic. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pianiste, vous travaillez actuellement au Triton, qui est un lieu culturel qui est exactement au Lilas. C'est quoi ce petit lieu de culture ? C'est un lieu culturel très dynamique qui a l'habitude d'organiser principalement des concerts de musique actuelle, mais pas seulement, qui s'ouvre aussi aux arts picturaux, donc qui a aussi des expositions régulières et puis des vernissages et tout ce qui va avec. Des salles de concert, un restaurant, bref, Absolument. un lieu qu'il faut aller voir et fréquenter. Mais vous êtes pianiste, un pianiste un petit peu atypique. Vous avez reçu certes de nombreux prix, vous faites le tour du monde. Actuellement, vous êtes à Paris. Ma première question quand même, c'est sur votre parcours. Comment êtes-vous devenu pianiste ? À quel moment vous vous êtes dit, ça y est, je veux en faire mon métier ? Ça, c'était une vocation qui s'est dessinée déjà tout jeune. Et puis c'est le hasard des circonstances, des rencontres et puis de l'éducation aussi. J'ai eu un père qui était particulièrement penché sur la question. Lui-même était mélomane. Et puis j'ai eu des parents tout simplement qui m'ont mis un maximum d'activité quand j'étais gamin, avec mon frère pareil. Et puis il s'avère qu'on a eu un attrait particulier pour la musique. Alors pourquoi la musique à proprement parler rétrospective. En grandissant, je me suis fait un petit peu mon image sur la question. Je me suis rendu compte qu'on avait aussi un retour, je dirais, très très valorisant pour l'ego, il faut quand même bien le signaler. Lequel ego est relativement nécessaire aussi pour monter sur scène. Donc il y avait aussi un échange, je dirais presque affectif, qui s'opérait avec l'environnement social, à commencer par le public. Et c'était pour moi très nourrissant. Et à travers la musique, qui est un lieu d'expression où quand même tout le monde écoute, on a un pouvoir d'écoute aussi, de langage sur le public. C'est quelque chose qui m'a touché. Tenir un public en haleine au bout de ses doigts est quelque chose de fantastique. Et en grandissant, je me suis rendu compte aussi qu'en allant un petit peu plus loin dans cette composante, il y avait toute une part poétique qu'on pouvait exprimer et de magie en fait, de communication avec les gens, des choses qu'on n'arrive pas forcément à dire avec des mots. Et bref, il y a tout un florilège d'avantages et puis de choses fascinantes. Vous en parlez avec passion, mais il faut le dire à nos téléspectateurs, vous êtes un pianiste atypique. On n'a pas, quand on vous voit, on se dit c'est pas un pianiste de musique classique. Et vous allez être surpris, il est moderne, il est en train de développer un projet qui s'appelle Urban Brahms. Il va nous en parler, mais je vous laisse découvrir le clip qu'il réalise. Et oui, un pianiste de musique classique peut faire des clips. Regardez.
bien là ce que t'entends? La musique, la danse là, ouais, c'est bien, ouais. Et toi? Pourquoi? Tu veux pécho? Ça discrètement. Hein. Étonnant. Comment vous est venue l'idée de faire ce clip et dans la rue? On parlait tout à l'heure des portes émotionnelles que peuvent ouvrir aussi la musique et l'art en général. Et dans mon parcours, j'ai eu l'occasion de collaborer avec des mondes artistiques différents. Je ne sais pas si c'est en réaction à une opposition du monde musical classique traditionnel, ou alors si c'est par ouverture, par curiosité, par amour pour les gens, ou la différence, je ne sais pas, ou par recherche tout simplement personnelle. En tout cas, j'ai croisé la route de mondes artistiques différents, pas seulement musicaux différents. Mais déjà mon frère qui lui fait de la musique électronique, et par la force du lien familial, on a fini par œuvrer ensemble. J'ai aussi j'ai croisé la route d'Hervé Sika, le danseur de hip-hop avec lequel on vient de faire ce clip que vous venez de voir. Et c'est... Comment il a vécu le projet? Parce que c'est un danseur de hip-hop et danser sur du... Mais lui, ça le touche carrément. Lui, ça le touche carrément. Et c'est aussi cette image-là, peut-être un petit peu, je dirais, préétablie et un peu erronée qu'on peut avoir des gens, des affinités socioculturelles qu'on peut avoir lorsqu'on grandit quelque part. Alors on est plus affilié à un mode artistique précis. Et la stylisation de la société par des espèces de petites familles comme ça. De niches. De niches, voilà. Et ont leur valeur, hein, soit dit en passant. Parce que si le monde de la musique hip-hop et de la musique classique n'existaient pas indépendamment les uns des autres, leur mariage aurait moins d'intérêt, aurait moins de couleurs, et voilà. Et dans la rue, comment ça a été accueilli par le public? On le voit, ils applaudissent tous. Ils étaient fascinés, oui, ils étaient fascinés. Et nous aussi, en fait, parce qu'on n'avait aucune attente, on ne savait pas du tout comment ça allait être accueilli, avec ce piano qui a été mis comme ça sur place par justement un événement annuel qui s'appelle Play Me, I'm Yours, où il y a une trentaine de pianos qui sont placés dans Paris, et en collaboration avec eux, on a utilisé leur piano. Donc il a été graffé, c'est un piano qui était en libre service comme ça, nous on l'a utilisé, et c'est vrai que les gens à la sortie du métro ne s'attendaient pas du tout à voir ça. Et par la dimension hétéroclite, inattendue de ce mariage tout à fait surprenant, à mon sens, entre le monde hip-hop et le monde classique, je pense, à générer l'intérêt des gens. Visiblement, une stupeur l'intérêt, la stupeur, on l'a vu dans les images du clip, elle est là. Mais les autres artistes de musique classique, les autres musiciens, comment ils voient votre démarche? Alors étonnamment, je ne peux pas vraiment savoir parce que j'ai pris un chemin de traverse qui fait que je me suis aussi pas mal affranchi de leur point de vue, si je puis dire. Et je pense que ce soit le monde de la musique classique ou n'importe quel miroir, je dirais, social, qui sont autant de jugements potentiels qui ne sont pas à critiquer. C'est normal, on est tous à se toiser, à se juger, à jauger un petit peu la qualité de ce que fait l'autre, ne serait-ce parce qu'on se recherche soi-même. Et donc à travers l'autre, on envisage peut-être des chemins de traverse possibles pour notre propre vie. Donc je ne critique absolument pas, si vous voulez, mais le qu'en dira-t-on, qu'est-ce que va penser les gens, le monde de la musique classique ou le monde de la musique actuelle, que sais-je, m'est devenu totalement secondaire. C'est quelque chose, une chose à laquelle je ne fais plus du tout attention. Et en tout cas, ça permet d'avoir de belles réalisations. Là, on vient de voir des clips teaser en fait d'un projet. C'est la face audiovisuelle d'un projet plus large, ce projet Urban Brahms. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça va se terminer au mois de novembre avec un énorme concert, une nuit blanche. C'est quoi ce projet? Comment est-il né finalement?
Alors en fait, il est né par la rencontre et il faudrait d'abord raconter la rencontre inattendue avec le Triton, parce que dans mon univers, rien ne me prédestinait à les rencontrer. Il s'avère que j'ai emménagé à côté d'eux, ils faisaient des travaux un jour, ça m'a pas mal gonflé, j'ai sonné à leur porte pour râler et je suis reparti de cet entretien avec le sourire aux lèvres en disant à ma compagne de l'époque, ils sont super, on a déjà imaginé des projets ensemble. Et donc le Triton, qui est un lieu quand même qui ose justement franchir des limites, je dirais, imposées par la tradition, j'ai envie de dire. Le Triton m'a permis finalement d'explorer des mondes nouveaux, et de croiser des arts, de faire des rencontres en fait artistiques et humaines très riches. Et donc au sein de cette collaboration, un jour, je dis à Jean-Pierre Vivante, donc le directeur du Triton, mais tu as un label de disques, oui, effectivement, qui s'appelle Live au Triton, donc ils enregistrent leurs concerts. Et ils éditent des disques pour un certain nombre. Et j'avais envie de lui proposer d'enregistrer un disque Brahms parce que depuis 2007, parce que j'avais joué du Brahms déjà, et il a été question peut-être que je joue l'intégrale Brahms sur les conseils de Pierre Corzilius, qui à l'époque était le directeur artistique du musée d'Orsay. Ça me trottait dans la tête, je lui dis voilà, j'ai envie de jouer l'intégrale, ce serait quand même pas mal, si tu es d'accord, d'enregistrer un disque Brahms. Et lui, il me dit non, on va enregistrer tout Brahms. Et c'est né de là. Et à travers notre histoire, à travers les possibles que se sont dessinés, qui se sont dessinés avec cette relation, j'ai envie de dire, cette amitié presque artistique qui s'est dessinée avec le Triton, j'ai eu envie de... Dans un environnement au Triton qui est plutôt jazz, rock, bien sûr, musique actuelle, musique présente, comme ils aiment absolument, le dire. Absolument. Qui, entre parenthèses, d'ailleurs, on m'a souvent dit, mais la musique classique au Triton, est-ce que c'est pas un peu élitiste? Est-ce que les gens vont être intéressés? Est-ce qu'ils vont comprendre ce langage? Et franchement, j'ai écouté des concerts au Triton de musique actuelle et de musique underground, ce qui se fait aujourd'hui. Et je suis pas du tout convaincu de savoir lequel des deux est le moins élitiste, le plus élitiste et le moins abordable. Franchement, dans la musique d'aujourd'hui, il se fait des choses qui sont à la limite du compréhensible, en tout cas pour moi, qui est pourtant une oreille et une formation musicale. Et donc, à partir de là, avec Jean-Pierre, un jour, j'ai commencé à laisser libre cours en fait, à mon imagination. Et Jean-Pierre Vivante et l'équipe du Triton tout entière a pris part à cette aventure et a eu confiance en mes idées et s'est complètement emparé du projet. Et voilà, donc quand je suis venu voir Jean-Pierre, je dis voilà, il faudrait qu'on fasse des clips avec les arts urbains, avec les arts connexes. Au début, on ne voulait pas que le monde urbain, mais aussi des arts connexes divers et variés. Et finalement, on s'est concentré sur l'urbanité, qui pour nous est emblématique aussi d'un clivage socioculturel qui s'est opéré avec le temps, et qu'aujourd'hui, on a envie de rassembler. On n'est pas les seuls à le faire, mais si ça donne des idées aux autres, c'est tant mieux. Voilà, je m'en réjouis. Et donc, on parlait justement de comment réagit la musique classique. Je ne sais pas à proprement parler, parce que chaque élément, chaque individu qui gravite dans un monde culturel donné, que ce soit la musique classique ou ailleurs, a aussi le droit d'avoir sa propre opinion. Et voilà, nous, tout ce qu'on veut, c'est véhiculer un message presque de paix, un message de lumière, et que lorsqu'on se tient tous à bout de bras, on est plus fort, on est plus grand. Ce projet, il a commencé il y a combien de temps exactement? Vous êtes installé en résidence au Triton depuis... Depuis le premier concert, en fait, qui a été enregistré, donc janvier 2015. Vous avez d'autres actions au-delà du clip. Vous travaillez avec les jeunes, vous faites des interventions. C'est ça. Tout ça dans le cadre de cette résidence et de ce projet Absolument. Urban Brahms. Indépendamment de cette aventure Urban Brahms, j'avais déjà ce genre de velléité. Et j'avais fait des actions un peu pirates dans un bar à Grenoble que j'aime bien. En plus des concerts, si vous voulez, traditionnels de musique classique que je pouvais faire dans le monde, je m'arrêtais dans ce genre de coin, dans ce genre de contexte. Et quand je voyais les gens boire une bière et puis être surpris quand on a installé un piano classique sur la terrasse, dans un bar qui n'avait absolument pas vocation à programmer de la musique classique, et qu'au bout d'un moment, on était dans un parc et il y avait un parterre de 500 personnes à boire sa bière en train d'écouter du Liszt et du Debussy. C'était prenant. Lorsque je suis allé jouer à Orly pour des Rep++, donc des gamins qui n'ont même pas forcément de quoi bouffer le soir, et vraiment des petits caïds, quoi, des vrais caïds de 8 ans qui écoutent du Brahms et qui d'un coup entendent parler d'amour et qui se laissent aller à leur poésie aussi infantile. C'est autant de choses et d'éclairages humains que j'avais envie d'apporter aux gens, sans aucune prétention, hein, attention. Et le Triton s'est emparé aussi de cette idée, et avec eux, on a pu faire plein d'actions culturelles
dans le département du 9-3 principalement, donc avec Clichy-sous-Bois, avec Clichy-Montfermeil, Bagnolet. Et ça marche. Et ça marche. Vous avez des vraies histoires à raconter. Mais j'ai avec une les anecdote fabuleuse parmi tant d'autres. J'en ai tellement que j'ai commencé à rédiger un livre qui va sortir 6 mois après la sortie du coffret. On a décidé de faire un DVD aussi reportage qui sortira avec le coffret. Donc on aura les 6 disques de l'intégrale Brahms, à l'intérieur desquels en plus on a incorporé une pièce de musique contemporaine dans chaque programme de concert. Mais ces jeunes que vous rencontrez, ils aiment la musique classique, vous suscitez des vocations avec eux ou pas? Eh bien, quand j'ai joué à Orly, par exemple, oui, je ne sais pas si je suscite des vocations, mais en tout cas, il y a une poésie qui naît ou renaît dans leur regard. Et puis, c'était tellement inattendu pour eux aussi. Je me suis apprêté, j'ai joué sur un piano droit, hein, pas du tout de bonne qualité, dans un petit auditorium tout pourri. Mais n'empêche que tu viens, tu te mets en costard, tu sais, d'un coup, ils se sentent mis en valeur. Et c'était beau à voir, et c'était bon, et j'ai adoré ça. Mais là, j'ai une anecdote parmi toutes les anecdotes et les rencontres en fait, qu'ont pu susciter ce projet. C'est vraiment, j'en ai une en mémoire, il y en a plein, franchement, et il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Mais il y en a une qui se distingue par sa dimension improbable. Je me souviens, j'ai fait une action culturelle il y a une dizaine de jours, 2 semaines, au conservatoire du Pré-Saint-Gervais. Donc je devais parler au public et puis raconter un peu ce que je fais et puis jouer de la musique, illustrer tout ça, ce que j'adore faire. Finalement, un concert traditionnel ou pas, souvent c'est un peu comme ça que ça tourne. J'aime bien être en contact avec les gens. Et puis il y avait une personne dans la salle. Et alors là, il y a le directeur qui vient et qui était super emmerdé, qui vient et qui me dit « mais bon, on va annuler le concert, je suis désolé, machin ». Et c'est vrai qu'on aurait pu s'en offusquer, mais j'ai adoré ce contexte. Et j'ai dit non, on n'annule rien du tout. Madame, on va se tutoyer, c'était une dame d'un certain âge. Prends ta chaise, viens à côté de moi. Elle est venue à côté de moi, ça devait durer 45 minutes. Et là, je me souviens, je lui ai raconté un petit peu toutes les questions qu'on peut se poser en tant qu'artiste-interprète. Bon, ben voilà, là, tu entends les voix qui s'enchevêtrent, le contrepoint. Alors, je lui explique 2-3 trucs, je lui montre, je lui illustre, je lui explique, je lui raconte et je lui joue. Et puis, à un moment donné, je lui dis, voilà, donc là, quand tu as fini cette page et que tu passes à la variation d'après, bon, bah, peut-être que tu es frustré parce que tu n'as pas fait ressortir ça, tu es obligé de trancher, faire un choix, renoncer à des choses. Et toutes les questions qui se posent en direct quand tu joues, mais aussi en amont quand tu travailles, toute cette réflexion intérieure que soulève la partition, j'ai partagé ça avec elle. À la fin, je lui ai joué toutes les variations Handel et ça a duré 1h30, comme ça. Et on aurait pu durer comme ça toute la nuit. Là, quelque part, vous êtes un artiste engagé. Je sais pas. Je sais pas si ça fait partie, en tout cas, des critères qui font de moi un artiste engagé, mais oui. Le fait d'aller au contact, d'essayer de faire la promotion de votre musique, mais aussi de l'expliquer à des jeunes de banlieue, c'est quelque chose d'important. Mais c'est même du partage humain. Et replacer la musique à sa juste place, qui pour moi est avant tout pour les autres. Et ça, c'est le rôle de l'artiste ou aussi des lieux culturels? Parce que le Triton vous permet de faire ça. Est-ce qu'il faut que plein de lieux culturels fassent la même chose? Aujourd'hui, c'est... Je ne sais pas s'il faut, mais en tout cas, la question se soulève. Et en ce sens, la Philharmonie a bien fait d'être partenaire de notre projet. Parce que c'est à la fois pour nous très honorifique. Et pour eux, je trouve que c'est pertinent. Parce que leur démarche, c'était aussi de créer des ponts, d'ouvrir la culture aussi au territoire du 9-3. Donc c'est emblématique, c'est quand même une image c'est un emblème puissant, parce qu'il y a un vrai clivage socio-culturel qui s'opère avec le temps. Les territoires du 9-3 et le Paris intramuros, symbolisé par la Philharmonie. Mais c'est que il faut, je ne sais pas, mais en tout cas, la Philharmonie qui a coûté beaucoup d'argent, tout cet argent et cet investissement est autant d'argent en moins à investir dans les petits lieux culturels qui existent déjà dans les territoires du 9-3. Alors c'est vrai qu'on peut inviter ces gens à venir dans nos lieux, entre guillemets, à la Philharmonie par exemple, mais moi ce que j'aime c'est que nous on y aille aussi, tu vois, qu'on aille les voir, qu'on aille pas seulement leur parler, mais qu'il y ait une rencontre humaine, qu'il y ait quelque chose d'humain, replacer le contexte musical dans son champ premier, qui est avant tout, oui, l'artiste veut s'exprimer, mais pour s'exprimer, il a besoin d'un public pour l'écouter.
Et le public, pour avoir envie d'écouter, il a besoin qu'on lui raconte quelque chose. Donc au final, on en revient toujours à cette dimension première. Et je crois que Marcel Duchamp, pour faire un petit peu le kéké, là, et à parler un petit peu artistique au sens large, Marcel Duchamp, quand il photographie son bidet et qu'il dit « ceci est une œuvre d'art », et qu'il y a des gens autour qui s'interrogent sur la véracité de la dimension artistique de cet objet, d'un coup, cet objet devient différent. Donc, n'est artiste ou n'est artistique que les choses qui sont plus ou moins questionnées en ce sens par le commun des mortels. Donc on a besoin du public, on a besoin du regard de l'autre. Et sinon, on n'est rien. Et donc, quelque part, c'est rendre hommage à l'autre en allant le voir, en allant lui parler. Et puis même, tout simplement, la rencontre humaine est fabuleuse. Mais en même temps, votre action sert aussi aux banlieues. Les banlieues qui sont en crise, on dit en crise, il faut proposer, les animer. Et votre travail, celui du Triton et plein d'autres lieux culturels, est là pour ça. On arrive en fin d'émission. Généralement, nous posons 3 questions à tous nos invités. La toute première, c'est si vous aviez un projet fou. Votre projet fou, déjà, c'est les Nuits Blanches, oui. 1er octobre. De quelle heure à quelle heure? Ça commence à 17h où il y a un orchestre de piano de 150 pianistes sur 50 pianos à 4 mains qui va jouer pour ouvrir les festivités. Et moi, je commence à 19h, premier concert, et après un concert toutes les 2 heures. Le dernier concert, c'est à 5h du matin. Ça finira à 6h et des poussières. Et tout ça à la Philharmonie de Absolument, Paris. À la Philharmonie de Paris. Vous avez d'autres projets fous ouais. en tête? Oui. Allez, un scoop. Ce premier projet est la source de plein d'autres idées. Le prochain en date, c'est de faire un road trip en France qui va être le départ d'un grand road trip international de 5 ans où je vais partir 6 mois dans chaque pays à la recherche du piano rare. Voilà. L'événement n'a pas manqué au-delà de la simple Nuit Blanche. C'est l'enregistrement du 6e et dernier disque de l'intégrale pour une sortie de coffret dans le cadre de la Nuit Blanche justement, donc au 1er octobre, qui a lieu le 28 août, voilà, au Triton. Concert exceptionnel de clôture, entre guillemets, des concerts enregistrés qui ont lieu au Triton. D'ailleurs, si vous voulez découvrir toute la programmation du Triton, leur site internet, c'est www.triton.com. Nima, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir qu'il y a une vraie vie culturelle en banlieue. Il y a des choses extraordinaires qui s'y passent. C'est tout l'objectif, bien sûr, de Demain la Cité. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.